Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans Politique sous influence, l'émission qui vous dit ce qui buzz sur les réseaux, qui vous dit pourquoi et comment cela buzz. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage, chaque samedi, d'avoir Juliette Brias à mes côtés, mais là j'ai encore plus de plaisir, d'honneur et d'avantage, puisque j'ai Véronique Reissoult. Bonjour à vous, soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice et la dirigeante de Backbone Consulting, spécialisée dans le décryptage des réseaux sociaux. Ça tombe bien, vous êtes au cœur du sujet ici. Cette semaine au menu, un député logé en HLM. Non, ça fait mauvais genre, qui déclenche l'indignation des internautes. La langue de George W., le fils, qui fourche à propos de l'Irak. La feuille de match gouvernementale qui affole la toile. Justement, cette feuille de match peut-elle permettre aux macroneux de remporter les législatives? On en parle avec Véronique Reissoult, la présidente de Backbone Consulting. Cette semaine, on va aussi vous reparler des cybermenaces qui pèsent sur nous avec un expert de la sécurité informatique, Loïc Guézot, peur sur la toile. Enfin, on reviendra sur l'orage Twitter, déclenché par le refus du joueur du PSG. Monsieur Gay d'endosser un maillot dénonçant l'homophobie pour nous éclairer, un ancien footballeur, gay, musulman, fier de l'être, auteur et influenceur, Wissem Belkacem. Voilà, c'est parti Juliette, c'est parti Véronique pour les BDS sur PSI. Mais non, les buzz de la semaine sur Politique sous influence. À vous Juliette. Alors, le député PS, Jérôme Lambert, a créé le buzz cette semaine en confiant à Mediapart qu'il occupait depuis 10 ans un logement social. Oh le coquin. A priori, c'est déjà une nouvelle assez étrange. En tant que député, son salaire mensuel est quand même de 7 239 € bruts par mois. On pourrait imaginer que c'est largement assez pour pouvoir payer son loyer. Mais en plus, pas n'importe quel logement social, Guillaume. On apprend que Jérôme Lambert occupe un cossu 5 pièces de 95 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris, pour la modique somme de 971 € par mois. Les bras m'en tombent. Un appartement pareil, conçu pour une famille nombreuse, c'est conçu pour une famille nombreuse. Je pense à Paris, on doit taper dans au moins les 2500 € entre par mois. 2005 et 3000. Minimum. Oui, au prix du mètre, oui. Voilà. Mais pour le député, rien de choquant. Il va même jusqu'à justifier l'affaire avec une incroyable décontraction. Je cite: vous savez, les prix et les loyers à Paris, c'est quand même quelque chose. Et oui, merci. On était au courant, monsieur Lambert. Rien de moralement choquant, donc, pour le député. Il a simplement continué d'occuper l'appartement de son ex-compagne, qu'il occupe désormais seul depuis sa procédure de divorce. Donc, les internautes n'ont pas hésité, bien sûr, à comparer leur propre situation à celle de Jérôme. Moi aussi, je l'ai fait. Forcément. Il va falloir m'augmenter, Guillaume. On en reparle après. Mais ça va bien se passer. J'y reste un peu, c'est ça. C'est son idée. Ce qui est vrai, c'est assez étonnant, c'est que pris le doigt dans le pot de confiture, il sourit en fait. Il sourit à la caméra. Il dit non mais tout va bien en fait. Vous feriez pareil à ma place. Il n'y a rien d'illégal. C'est un grand argument. Il n'y a rien d'illégal, simplement. Non, il n'y a rien d'illégal. Simplement, c'est passé entre les mailles du filet. Une question un peu de décence ordinaire et de décence publique. Mais d'un autre côté, on tape beaucoup sur les politiques. Je signale quand même qu'au nom de la protection des intérêts supérieurs de la nation, de l'État et du peuple, à Singapour par exemple, les hauts fonctionnaires et les politiques sont tellement bien payés qu'ils ne peuvent pas. Enfin, ils n'ont aucune tentation de mettre le doigt dans le pot de confiture. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, Véronique ? La réalité du buzz que ça a fait, c'est que effectivement c'est quelque chose de concret. Quand on parle d'inflation, quand on parle de pouvoir d'achat, souvent les choses sont, c'est un sujet de perception, mais là c'est extrêmement concret. Un loyer, vous savez ce que c'est, un appartement, vous savez ce que c'est. Ah, on est dans le dur là. On est dans le dur concret. Et donc effectivement c'est choquant aussi parce que c'est un député qui est censé être social, donc en tout cas qui revendique des aides et des soutiens sociaux. Donc ça choque d'autant plus. Et puis sa réaction, dans le fond, c'est pas une réaction. Enfin voilà, il y a pas de justification. Une sorte de déconnexion totale à la réalité de ce que vivent les gens à Paris, puisque tout le monde ne gagne pas plus de 7 000 € bruts par mois. Non. Et donc les loyers sont quand même chers à Paris. Oui, on sait. Il y a un côté, mais il ne mange pas de pain, qu'il mange de la brioche, effectivement. Bon, décidément, la morale, la décence publique n'étouffe pas vraiment les politiques au XXIe siècle. La preuve par Bush. Non, énorme lapsus cette semaine pour George W. Bush, fils, ce mercredi, alors qu'il prononçait un discours à Dallas. L'ancien président des États-Unis s'est emmêlé les pinceaux. Je ne vais pas vous passer l'extrait en direct parce que malheureusement Guillaume ne parle pas anglais. Non, je ne parle que le oxfordien, je ne parle pas le bushien. Alors, il nous dit: le résultat est l'absence d'équilibre des pouvoirs en Russie et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak. Je veux dire,
de l'Ukraine. Unjustified invasion of Iraq. Brutal and unjustified. Oh, I mean, Ukraine. Gros silence gêné dans la salle. C'est ce qu'on appelle bien sûr un lapsus. Mais alors, lapsus évocateur, révélateur ou simple erreur. En tout cas, le silence gêné qui a suivi n'a pas trompé. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que quelques minutes plus tard, l'ancien président lâche dans un souffle l'Irak aussi. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus les armes de destruction massive en Irak, mais on ne cherche plus non plus, disons, le mensonge à Washington, ni le cynisme. Ça, on ne les cherche plus, on les a trouvés. C'est l'aveu d'un regret, donc 19 ans plus tard. Au regret, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on vit une situation tragique avec l'Ukraine, Mariupol par exemple, des dizaines de milliers de morts et parfois des civils. De toute façon, il n'y a pas de guerre propre, on le sait bien. Je voudrais juste te rappeler une chose, Juliette, c'est que l'Irak, c'est entre 500 000 et 1 million de morts, dont 200 000 enfants. Morts pour rien. Mort par mensonge, mort en fait pour venger, si vous voulez, 3000 Américains, un peu comme ils vengeaient le scalp de pionniers, il fallait tuer 1000 Apaches à chaque fois qu'un pionnier était tué, parce que ce pays, bien sûr, rappelons-le, s'est créé sur un génocide et une élimination, un nettoyage ethnique, si vous voulez. Donc tout ça nous permet de relativiser un peu la guerre et la morale, ça fait mauvais mélange, la guerre et l'humanitaire, ça fait mauvais mélange, mais là, le cynisme est vraiment consommé. En tout cas, après quelques rires gênés, on suivi, puis George Bush a finalement déclaré « J'ai 75 ans ». Bon, il s'est bien rattrapé. Pour tenter de se justifier, de sortir de ce moment un peu confus. En tout cas, sur Twitter, l'écrivain et journaliste, ça a fait beaucoup réagir, évidemment, sur les réseaux sociaux, même si on n'a pas entendu vraiment parler dans les médias mainstream. Donc, l'écrivain et journaliste Scott Santens a partagé la vidéo en commentant « La plus grande erreur de tous les temps sur l'une des plus grandes erreurs de tous les temps ». Rien d'autre à dire. Non, ça a été très commenté. C'est juste la petite phrase de 75 ans à la fin. Vous vous rappelez quel est l'âge du président des États-Unis ? Monsieur W. Bush est une jeunesse, c'est ce que vous voulez nous dire. Il a 79 ans. C'est ça. Voilà. Donc beaucoup d'Américains. Ça s'entend parfois. Vous dites ça, mais très régulièrement sur les réseaux sociaux, et ça aussi c'est pas vraiment relayé, mais très régulièrement, on a des vidéos de Joe Biden qui buzzent sur les réseaux sociaux, d'oubli. Qui buzzent et qui bug. Qui bug, oui, voilà, des vidéos de Joe Biden qui bug. De bugs qui buzzent. Et notamment avec des choses qui sont gravissimes. Assez inquiétantes. On est dans un conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Russie envahit l'Ukraine et le président des États-Unis de 79 printemps nous dit quand même que oh my God, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Et puis 2 jours plus tard, on apprend que c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. C'est inquiétant. Oui, il faut faire toujours la différence dans les réseaux entre les vidéos virales qui sont vraies, celles qui sont pas vraies. Il y a des montages, il y a les deepfakes. Faut faire attention, mais force est de constater qu'il y a quand même des grands moments de confusion auxquels on assiste de la part du président. Mais là, les armes de destruction massive étaient un fake. Le lapsus n'était pas un fake, et il s'est effectivement bien rattrapé en disant j'ai 75 ans, sauf que c'est quand même d'un cynisme consommé pour les 1 million de morts irakiens. Enfin, passons. Voilà, et bien sûr, le sujet numéro 1 depuis hier, il est bel et bien en France. Alexis Kohler a dévoilé hier le tout nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Enfin nouveau. On a appris avec surprise, il faut bien le dire, que le maintien... à moitié nouveau, à moitié déjà là. D'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Bruno Le Maire et Gérard Darmanin conservent également leurs postes respectifs au ministère des Finances et de l'Intérieur. Mais la vraie grosse surprise, celle qui a fait exploser les réseaux sociaux, c'est bien sûr la nomination de l'historien Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation. Alors là, virage à 180 degrés pour Emmanuel Macron, passer de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye. Pour beaucoup, c'est passer de l'anti-woke au woke, du modèle républicain au modèle communautariste, du printemps républicain à Éric Zemmour. En tout cas, cette classe politique-là a tenu à exprimer sa colère directement après l'annonce sur le réseau social Twitter, entre autres. Il faut dire que Monsieur Ndiaye, s'il est historien, c'est un historien et un écrivain renommé et reconnu à l'international, il a eu quelques penchants éveillés, on va dire, éveillés, woke, ces dernières années. Je cite, « Il existe bien un racisme structurel en France ». C'est l'une de ses phrases. Des réunions en non-mixité également, aux côtés de Françoise Vergès. Certains redoutent que l'éducation ne devienne un gigantesque Sciences Po woke et baigné de théories décoloniales. À l'inverse d'ailleurs, pour les NUP, les NUPES, la surprise était plutôt bonne. Sandrine Rousseau s'est réjouie. Elle l'a même cité sur Twitter. Pape Ndiaye a dit « Il convient de réfléchir au maintien des structures de domination après l'esclavage en proposant de ne pas considérer comme rigides
et indépassable, les frontières de l'abolition et de la décolonisation, se réjouit Madame Rousseau. Bon, c'était sûrement l'effet recherché par Macron, n'est-ce pas Guillaume, couper l'herbe sur le pied de Mélenchon aux législatives? Oui, c'est très très visible, mais qu'en disent les réseaux, Véronique, vous qui avez ces instruments extraordinaires d'analyse fine? Bien, en fait, c'est de loin évidemment la personnalité dont on parle le plus dans ce nouveau gouvernement. Là, ça marche, le clivage fonctionne. Là, en tout cas, ça fait du bruit, ce qui est très notable, puisque vous avez à peu près 120 000 messages depuis sa nomination. C'est donc le ministre dont on parle le plus. À comparer peut-être aux messages autour de la nomination de Mme Borne? La nomination de Mme Borne, c'est sur une semaine, c'était le même volume. Ah oui. Après, le sujet est plus que on s'aperçoit. On va mettre de côté les messages factuels qui relaient l'information. C'est sans doute le ministre qui est le plus clivant parce que les réactions sont soit très positives, soit très négatives. Les uns et les autres s'invectivent déjà sur son sujet. Il n'a pas encore vraiment parlé, voire même pas du tout parlé. Mec, il ne commence quoi que ce soit dans les fonctions. Non, voilà. Il n'a pas dit un mot pour l'instant, mais on va peut-être écouter quand même un extrait de ce que Pape Ndiaye a pu dire avant. On va l'écouter. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. Voilà. Bon. C'est vrai que monsieur Macron aurait peut-être pu attendre que monsieur Mélenchon gagne les législatives avant de nommer monsieur Pape Ndiaye. Non, c'est une sorte de stratégie. Est-ce que vous, là, derrière la boutade, ce que vous décelez, vous, avec vos instruments, dont je rappelle qu'ils ne sont pas destinés à dire c'est bien, c'est mal, mais juste à constater ce qui se passe, avec vos outils, vous décelez finalement que ça fait énormément plaisir, en effet, comme le disait Juliette, à la partie de l'électorat qui s'apprête à voter et qui like pour les NUPS, ou les NUPES, je sais pas comment vous dites, et que de l'autre côté, que ça, effectivement, ça a un effet ça a un effet hérisson pour la droite, l'extrême droite et j'en passe. Voire même une fachosphère qui s'énerve pas mal depuis quelques... Voire même une républicanosphère. Il existe encore des gens favorables à la République. Voilà. Le sujet, il est plus... Oui, ça réjouit les NUPES et en même temps, ils sont un peu embarrassés. C'est pas une personnalité qui changera le sujet. Ils saluent l'homme. Là encore, ils n'ont pas de critique. Ils n'ont pas envie de saluer le gouvernement, mais ils saluent l'homme. C'est pas ça non plus qui va changer la réalité de ce qui se passe. Bien au contraire, parce que sur les législatives, bien au contraire, parce qu'en fait, quand vous regardez sur les législatives, les personnes qui sont les plus actives sont les militants, les sympathisants et les politiques de la France Insoumise et de l'ensemble du groupement NUPES. Et donc là, ça leur donne des éléments pour pouvoir continuer à militer en ligne et en particulier des arguments pour dire vous voyez bien qu'il y a un mouvement intéressant et ce nouveau ministre... Donc la question que vous posez en creux, c'est est-ce que finalement ça amène de l'eau au moulin des NUPES et ça augmente, ça accélère leur dynamique, ou de l'autre côté ça leur coupe l'herbe sous le pied, comme disait Juliette? On va dire que ça ne change pas grand-chose, ça leur donne des nouveaux arguments, mais on ne peut pas dire que cette nomination... Ça va changer le rapport de force. Non, ça n'a pas changé le rapport de force. Il y a une autre nomination importante aussi quand même et qui a fait, j'imagine, parler sur les réseaux sociaux, c'est celle d'Éric Dupond-Moretti, donc qui reste au ministère de la Justice, c'est malgré sa mise en examen. Le recyclage. Sa mise en examen, quand même, Guillaume, pour prise illégale d'intérêt. Il a donc été reconduit dans des fonctions. Je rappelle quand même qu'en 2017, Emmanuel Macron assurait qu'un ministre doit quitter le gouvernement s'il est mis en examen. C'est assez surprenant. Ça a surpris tout le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'en disent les réseaux? Ça a surpris. C'est pas, pour vous donner une idée des volumes, il y a 30 000 messages, donc c'est pas non plus par rapport... Ça a été éclipsé par la nomination. Voilà. Par contre, ce sont des messages... C'est beaucoup d'étonnement justement en disant mais pourquoi il y a après la réalité de certains qui voient une provocation et une façon de dire voilà, une sorte de pied de nez. Nanananer, je le garde quand même. Alors oui, c'est pas forcément comme ça que les gens l'expriment, mais oui, il y a ce côté pied de nez. Mais les gens s'interrogent effectivement sur la réalité de finalement si on est mis en examen. Oui, il y a une présomption d'innocence, mais en même temps, est-ce qu'on peut être ministre? En tout cas, ça ne correspond pas aux propos que Emmanuel Macron avait tenus à l'époque. Alors, est-ce que cette feuille de match est une bonne feuille de match pour gagner les législatives? On en parle juste après, avec vous, Véronique. Reisoult, présidente de Backbone. Dans un instant, retour de Sud Radio, politique sous influence. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Alors, le gouvernement Borne va-t-il trouver une majorité aux législatives?
On va se poser cette question avec vous, Véronique Reissoult. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice de Backbone Consulting. On va donc parler de ce casting gouvernemental, bonne ou mauvaise feuille de match pour remporter législative. Mais avant ça, c'est quoi Backbone et pourquoi ce nom d'ailleurs, Backbone? Expliquez-nous. Backbone, ça veut dire la colonne vertébrale en anglais. Notre sujet, c'est l'alignement. Savoir ce que vous dites doit se retrouver dans l'opinion, ce que vous exprimez. Voilà, c'est un sujet de cohérence et d'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous êtes et ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, d'après ce que vous voyez avec vos instruments de mesure de cohérence et d'alignement, est-ce que ce gouvernement est backbone législative? Disons qu'il y a une forme de cohérence. Une colonne vertébrale pour les législatives. Il y a une forme de cohérence qui est de dire que c'est le mot d'ordre de ensemble, et c'est perçu ainsi, puisque globalement il y a une forme d'alignement, là pour le coup, de tous les gens qui se sont rassemblés dans cette confédération qui est ensemble. Après, pour les législatives, c'est un sujet un peu compliqué, parce que vous avez 577 candidats, vous avez 577 réalités. D'ailleurs, vous constatez qu'il y a peu de sondages, parce que c'est très compliqué, les sondages à faire pour des législatives, parce que ça coûte très cher, si vous voulez être proche de la réalité du terrain. C'est pour ça qu'on a très peu de sondages sur les législatives. C'est assez compliqué, parce que 577 situations, c'est pas parce que nationalement beaucoup de gens. Vous êtes bien représenté que localement il y aura cette réalité. Beaucoup de terrain, beaucoup d'appels. Prosaïquement, ça coûte assez cher, il faut le dire aussi. Et entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse, je vais fermer tout de suite, c'est que avec Backbone, mais aussi on pourrait citer Cluster 17, vous avez émergé, notamment avec votre index des présidentielles, et vous avez l'index des législatives, vous allez nous en parler. Vous avez un peu ubérisé les instituts de sondage, si je veux dire, non? C'est pas la même chose. On va dire que quand les gens s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est significatif par le volume. Et ce qui est intéressant, c'est de massifier et de voir les mouvements qui montent, les signaux faibles qui commencent à émerger, les sujets sur lesquels les gens surréagissent, et de massifier et comprendre comment les choses se passent. Donc ça n'est pas représentatif, mais c'est significatif. Alors qu'un sondage, c'est représentatif avec la méthode des quotas. Exact. Et l'autre chose, c'est que dans un sondage, on vous pose une question. Donc vous répondez à la question. Ça ne veut pas dire que ça vous intéresse, mais vous répondez à la question. Alors que sur les réseaux sociaux, ça n'est que de l'observation. Donc on sait ce qui intéresse vraiment les gens ou pas. Donc on comprend qu'il y a des biais plus positifs, plus négatifs. Mais d'un autre côté, une objection forte, et on l'avait vu avec ce qui était arrivé avec Reconquête, qui avait tout écrasé sur les réseaux sociaux en matière de présidentielle, avec à l'inverse une Marine Le Pen qui avait un peu snobé, il faut le dire, les réseaux sociaux. Et à l'arrivée, on sait ce qu'il en a été. Et donc, est-ce que là, il n'y a pas un biais? Est-ce que les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas des gens spécialement engagés, ou qui ont en tout cas des caractéristiques sociologiques qui font qu'ils ne représentent pas l'opinion publique? Alors il y a trois sujets pour répondre à ça. Le premier, c'est que ça dépend des plateformes. Si vous regardez par exemple les discussions à la suite d'un article qui est publié sur Facebook de la presse quotidienne régionale, c'est pas du tout la même chose que une battle qui peut y avoir sur Twitter ou Twitter. L'autre chose, c'est que ce qui compte, et c'est ce qu'on avait fait pendant la campagne et qu'on continue à faire, c'est de regarder ce qu'on appelle la cartographie des opinions, c'est-à-dire la cartographie de ceux qui s'expriment. Et donc là, on touche au troisième sujet, qui sont les algorithmes, et en fait, qui peuvent vous donner des biais de confirmation et qui font que, par exemple, Reconquête, oui, il y avait beaucoup de volume, mais c'était entre eux. Ils parlaient entre eux. Donc en fait, ils n'étaient pas en train d'engager des gens. Le vrai sujet sur les réseaux sociaux pendant une campagne, c'est d'aller d'engager des nouvelles personnes. C'est ça mesurait une intensité et pas une extension. Et donc il y avait un engagement entre eux, mais ils n'étaient jamais dans une logique de pénétration de nouvelles sphères. C'est pour ça que ça crée aussi des grosses déceptions à l'arrivée, parce que c'est vrai que quand j'imagine l'algorithme marche pour vous, c'est-à-dire que si votre centre d'intérêt est concentré sur Reconquête, immédiatement l'algorithme de Twitter va vous proposer que du contenu Reconquête. Ça fait qu'on y croit. J'imagine ça fait qu'on y croit. Ça fait un peu comme dans un meeting, en fait. C'est important parce que ça fait du bruit. Si vous allez dans un meeting et que vous avez énormément de militants qui sont convaincus, qui font du bruit, vous y croyez plus fortement. Mais ça ne suffit pas. Si les meetings suffisaient et des meetings... Vous déclenchez plus d'enthousiasme, mais vous pouvez toucher moins de gens. Exactement. Mais est-ce que c'est pas la même chose, pardon, Juliette, pour les NUPES, c'est pas la même chose qui va se passer? Alors c'est pas tout à fait pareil, parce que pour les NUPES, si vous regardez bien, ils ne gagnent pas forcément des nouvelles sphères, mais ils ont des gens qui sont très engagés. Il n'y a pas de répétition de messages. C'est une multitude de sujets qui sont pris par les uns et les autres, sur lesquels ils rebondissent. Donc bien sûr, il y a des stars et des leaders. Mais est-ce qu'ils grignotent? Est-ce qu'ils gagnent du terrain? Pour le moment, non, pas vraiment. Pas vraiment. Ils en ont gagné un petit peu au début, qui était plus, on va dire, de l'intérêt. Ça voulait pas forcément dire qu'il y avait adhésion, mais de l'intérêt. Curiosité, quoi. Oui, c'est ça. Là, depuis quelque temps, ils font du bruit. Ils sont très actifs, mais ils ne pénètrent pas vraiment des nouvelles sphères. Moi, je me demandais, est-ce que Twitter
est réellement le réseau social le plus politisé, ou est-ce qu'il y a un réseau social qui vient le concurrencer en termes de politique? Alors, politisé, oui. Représentatif, et en tout cas là où sont les Français, non. Bien sûr que non. C'est là où sont les politiques, c'est là où sont les journalistes, c'est là où sont les militants. C'est un lieu où on ne converse pas, contrairement à Facebook, contrairement à Twitch, à des forums. Enfin, c'est difficile de discuter. Mais oui, il est plus politique que d'autres. Et d'ailleurs, vous voyez bien que les politiques l'utilisent particulièrement, mais pas dans une logique de discussion, dans une logique de top-down. Je vous donne mes messages et voilà, c'est un canal de communication. Et il y a aussi beaucoup de politique sur TikTok, non, n'est-ce pas? Les gens parlent politique sur TikTok à travers leurs vidéos. Énormément. Et on va dire la Madonna de politique des TikTok. Ah bah oui, c'est Monsieur Djebari. Pour vous donner une idée sur ce ministre de l'amusement public, ministre de TikTok. Non, c'était Monsieur Djebari. C'était ministre des Transports. Il a extrêmement bien. Mais même là, quand il est parti, mais il a une empreinte incroyable, colossale. Il a fait une petite vidéo sur TikTok hier pour dire qu'il s'en allait. C'est la vidéo qui a été la plus vue, près de 375 000 engagements et vues, loin devant tous les autres. Et par exemple, loin devant le phénomène Pape Diaye, dont on parle beaucoup. Oui. Alors il n'est pas sur TikTok, il n'a pas fait de vidéo, et peut-être qu'il s'exprimera sur TikTok, on ne sait pas. Mais globalement, oui, autre chose. Et puis c'est une autre façon de communiquer et de toucher des cibles différentes qui ne sont pas sur Twitter justement, qui ne sont plus forcément sur Facebook. Voilà. On va dire les jeunes, mais pas que les jeunes, parce que on n'a pas le temps, mais TikTok est en train de devenir une plateforme de contenu à part entière. Bon, merci infiniment. Vous allez revenir souvent, je le sens. Vous avez la carte PSI Sud Radio. Véronique Reissoult, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'agence consulting Backbone. Est-ce que les législatives pourraient d'ailleurs être attaquées par des cyber-warriors d'État ennemis Au vu de ce qui s'est passé au Costa Rica, c'était un petit peu peur sur la toile. Alors doit-on vraiment avoir peur des cyberattaques? Peut-être vraiment mettre à genoux des États? On en parle avec l'ancien patron de la sécurité informatique d'IBM. Restez avec nous. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Peur sur la toile, ils sont là, ils sont partout, les hackers. Les réseaux peuvent-ils mettre à genoux des États? On en parle avec vous, Loïc Guézot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes un expert reconnu dans le monde de la sécurité informatique. Vous êtes le secrétaire général du CLUSIF, qui est la principale association dans ce domaine. Et vous avez également dirigé la sécurité informatique d'IBM France, une petite start-up que personne ne présente plus. Et vous êtes aussi réserviste du chiffre. Moi, je sais ce que c'est parce que je connais un peu ce domaine, mais c'est quoi le chiffre en 2 mots pour les gens qui nous écoutent? Le chiffre, c'est la capacité c'est la cryptographie, et c'est la capacité pour un gouvernement d'avoir une souveraineté numérique, donc d'avoir des communications chiffrées, par exemple avec ses ambassades ou entre les membres du gouvernement, qui ne sont pas susceptibles d'être écoutées par une puissance étrangère, amie ou ennemie. Donc c'est du codage, quoi, en fait, en clair. C'est du chiffrement. C'est du chiffrement. Alors on a tous entendu parler d'entreprises qui ont été rançonnées par des hackers, mais est-ce que c'est possible que des États soient rançonnés par des hackers? Et n'est-ce pas un peu le scénario du Costa Rica? Qu'est-ce qui s'est passé exactement au Costa Rica? Alors le scénario du chiffrement qui attaque une organisation, donc un rançongiciel, est plutôt jusqu'à maintenant ciblé sur des entreprises ou des organisations publiques. Ce qui se passe au Costa Rica est une première. Depuis quelques semaines, le Costa Rica est sous la coupe d'un gang de cybercriminels qui s'appelle Conti, dont la spécialité est de déployer son logiciel, son rançongiciel, et d'accepter de débloquer les systèmes d'information en échange du paiement d'une rançon. Ici au Costa Rica, on a depuis donc quelques semaines à peu près une trentaine d'institutions gouvernementales du Costa Rica qui sont sous le contrôle de l'attaquant, qui ne fonctionnent plus, disons. Vous pouvez nous donner des exemples ? On a beaucoup d'institutions financières qui ont été frappées parmi les premières, donc le paiement des taxes, donc la rentrée d'argent, mais aussi le paiement de salaire pour les fonctionnaires ne fonctionne plus comme initialement prévu. Donc ils n'ont plus de salaire, les fonctionnaires là-bas. Certains ont eu des difficultés pour avoir les paiements de leur salaire selon les schémas habituels. En tout cas, la situation est vraiment difficile et le président vient d'annoncer officiellement un état d'urgence et déclarer un quasi-état de guerre la semaine dernière suite à la situation. Est-ce qu'il y a des accusations? Est-ce qu'il y a des suspects pour cette immense... Il y a une organisation apparemment.
Il y a plus que des suspects, puisqu'il y a une revendication par ce groupe Conti, qui existe depuis à peu près 18 mois sous ce nom, très proche russophone en tout cas. Donc on a aussi eu l'occasion de voir ce groupe Conti victime d'un leak interne lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, puisque au sein du groupe russophone, il y avait a priori des Ukrainiens, et que ce groupe s'est prononcé très vite favorable à l'opération spéciale menée par Poutine. Donc on sait qui est derrière cette opération contre le Costa Rica, et ce groupe est en visibilité maximum, puisqu'il négocie avec le gouvernement, et qu'il demande une rançon de 20 millions pour libérer les institutions gouvernementales. Mais il va encore plus loin, puisqu'il a publiquement appelé les Costaricains à se soulever contre le gouvernement pour le forcer à payer la rançon. Est-ce qu'on pourrait dire, pardon de vous interrompre, est-ce qu'on pourrait dire que Conti c'est un faux-né du FSB ou je ne sais trop quelle officine de renseignement russe? Alors c'est un petit peu fort de dire ça aussi directement. Ce qu'on a vu clairement dans les leaks, donc les fuites des communications internes du groupe Conti suite à ce positionnement pour soutenir l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, ce qu'on a vu, c'est que dans une partie de ces conversations, il y avait manifestement des liens avec certains des membres directement vers le FSB. Donc parler de faux-nés, c'est un petit peu fort, mais en tout cas des intérêts communs. Et puis on est dans une zone grise entre mafia et services de renseignement et d'influence. Donc il y a effectivement une corrélation entre les objectifs de Conti et puis la politique extérieure du gouvernement russe, à tel point qu'on peut faire aussi un lien. Donc là, c'est une hypothèse entre ce qui se passe au Costa Rica et effectivement la position par rapport à la guerre en Ukraine, puisque le Costa Rica et le Pérou ont été parmi les pays d'Amérique du Sud qui se sont opposés à cette invasion. Et donc il y a une sorte de punition. Était victime de On peut imaginer qu'il y a une sorte de retour de bâton et de bras de fer qui est avant tout criminel, puisque le groupe Conti demande 20 millions de dollars, mais ça sert les intérêts, je dirais, de la politique extérieure, étrangère de la Russie. Est-ce qu'il y a une grande différence entre nos systèmes de défense numérique à nous en France et les systèmes de défense numérique au Costa Rica? En d'autres termes, est-ce qu'il pourrait nous arriver exactement la même chose? Alors il y a une grosse différence de maturité, avec tout le respect que je peux apporter aux équipes costaricaines qui travaillent sur ce sujet, mais il y a une très grosse différence de maturité entre ce qui existe en France ou en Europe et ce qui s'est passé au Costa Rica. Ça peut arriver en France sur un périmètre beaucoup plus petit, et ça arrive régulièrement. On a beaucoup de collectivités locales qui sont régulièrement, ou d'hôpitaux, sur les 2 dernières années, on l'a vu, qui sont régulièrement ciblés par des rançongiciels. Donc là, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a un retour au papier crayon et on traite, dans le cas d'un hôpital, on traite les urgences sans la totalité, voire sans aucun élément du système d'information. Donc c'est effectivement très compliqué. Maintenant, en France, on a aussi un historique de préparation sur ces aspects de numérique et de guerre numérique. On a en particulier le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale qui intègre en son sein l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, dont la responsabilité est justement de protéger les systèmes d'information, les réseaux du gouvernement contre ce type d'attaque. Et puis cette approche est étendue dans le cadre européen avec la directive Nice, qui définit un ensemble d'opérateurs de services essentiels qui sont donc, je dirais, mieux sécurisés, mieux surveillés, sur lesquels tout le monde est attentif à leur fonctionnement, puisque dans le cas d'ANSSI, qui s'occupe des opérateurs d'importance vitale, c'est une liste qui est classifiée et qui correspond à des entreprises et des organisations qui, si les services n'étaient plus rendus, alors on aura une atteinte à la souveraineté nationale. Donc on a bien cette prise en compte du risque numérique au plus haut niveau de l'État. C'est même le cœur de l'État, finalement. Quand on regarde les anciens Égyptiens, les premières civilisations de Mésopotamie, la première chose que font les premiers serviteurs des premiers États, c'est coder les messages gouvernementaux, en fait. On revient sur le chiffre. L'objectif, c'est qu'un gouvernement soit souverain,
qu'une nation soit souveraine. Et donc, c'est intéressant de noter que dans l'annonce du nouveau gouvernement qui vient d'être faite hier soir, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a aussi dans son mission la souveraineté industrielle et numérique. Exactement. Donc on revient effectivement à cette perception des Mésopotamiens que un gouvernement doit être souverain dans ses actions. Aujourd'hui, les actions sont très fortement numériques, donc il doit être souverain sur le volet dans l'espace numérique. On nous parle beaucoup de transparence, mais il faut qu'il y ait du secret pour qu'il y ait de la souveraineté. Peut-être une dernière question. Pour vous, la dimension de cyberguerre est très importante dans ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine ? Alors, l'opération spéciale a commencé par une opération de cyberguerre, puisqu'un opérateur de satellite KASAT a été victime dans les premières heures précédant l'attaque d'une attaque cyber qui a été, je dirais, attribuée officiellement quelques semaines après, donc le 10 mai, avec une attribution faite par tous les membres à l'unisson de l'Union européenne contre la Russie. Donc la guerre en Ukraine a démarré par une opération cyber. Ensuite, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. C'est plutôt un cyber-chaos. On a des actions de résistance, on a des actions un petit peu unipersonnelles, on a beaucoup de communication, on a beaucoup de luttes informationnelles entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est vraiment un cyber-chaos. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair un peu plus tard. Mais en tout cas, le numérique est quand même très présent dans ce conflit, surtout sur le volet informationnel. Merci Loïc Guézot. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CLUSIF, qui est l'association de référence de la sécurité numérique en France. Je ne sais pas si on va échapper à une attaque numérique, Juliette, mais je sais qu'on n'a pas échappé cette semaine à une polémique sur les réseaux sociaux déclenchée par le refus d'un joueur du PSG d'enfiler un maillot qui dénonçait l'homophobie. Alors son refus est-il le signe d'une homophobie dans le milieu du foot ? On en parle avec Wissem Belkacem, ancien footballeur, auteur du livre Adieu ma honte, chez Fayard. Restez avec nous. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Bonjour Wissem Belkacem, soyez le bienvenu sur Politique sous influence. Merci, bonjour. Nous vous invitons car vous êtes un ancien footballeur, Toulouse Football Club, équipe nationale de Tunisie également, un très haut niveau. Fier d'être un ancien footballeur, fier de votre sport aussi, mais aussi fier d'être musulman et gay, fier d'être un auteur, fier d'être aujourd'hui un influenceur numérique, un conférencier, etc. Et vous avez raconté votre histoire dans un livre, je dois dire, très touchant, très talentueux et loin d'être banal, intitulé Adieu ma honte, qui est sorti chez Fayard en 2021. Alors donc vous tombez à point nommé pour nous éclairer sur ce qui se passe sur les terrains, dans les vestiaires et autour de, vous savez, le joueur du PSG qui a, mais rappelez-nous peut-être Juliette, exactement ce qui s'est passé. Le joueur du PSG, Idrissa Gueye, qui a refusé de jouer tout simplement, invoquant des motifs personnels durant la journée contre l'homophobie, pour ne pas avoir à porter le maillot floqué du drapeau arc-en-ciel. Drapeau LGBT. Alors peut-être très largement, livrez-nous votre vision à vous de cette polémique. Il y a plusieurs choses. Moi, je pense que dans un premier temps, je suis pas forcément convaincu de l'initiative où on doit forcer tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Là, vous me faites très plaisir en disant ça. Je vous dis ce que je pense, surtout. Je pense que c'est une bonne action de com, d'accord, mais c'est pas un travail de fond. Et en fait, moi, je suis pas convaincu à titre personnel que si dans les 50 prochaines années, on force tout le monde à porter le drapeau LGBT, d'un coup, on va se réveiller puis il y aura plus d'homophobie en France ou dans le foot. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Moi, je prône, et c'est ce que je fais maintenant dans mon travail depuis la sortie du livre, un travail d'éducation. Je pense qu'on peut former les gens au respect de la différence. Donc du coup, il faut former les coachs, les joueurs. Il faut du temps pour faire comprendre aux gens. Clairement, surtout qu'éduquer, c'est répéter. Et ça, c'est un peu, ce sont des nouvelles thématiques qu'on amène dans le monde du football. Et donc du coup, il faut passer du temps avec les joueurs. Mais si on leur explique pas ce que c'est, on peut pas attendre d'eux qu'ils portent le maillot. On n'a pas des préjugés avec un t-shirt ou avec des méthodes de marketing. Clairement pas. J'ai vu l'an dernier une vidéo d'un joueur qui pensait que c'était pour la lutte contre le racisme parce qu'il y avait toutes les couleurs. Oui. Donc s'ils savent même pas ce que c'est un peu compliqué. Moi, je pense que ce serait bien plus intelligent, par exemple, de dire aux joueurs, celui qui veut, il va avoir cette journée-là, celui qui veut porter le maillot couleur arc-en-ciel, vous manifestez spontanément. Et je pense que ce serait super de voir année après année, de voir le nombre de joueurs, ça va croître. Et du coup, pour à terme arriver où tout le monde défendra les couleurs et du coup, ils pourront s'exprimer dessus aussi. Parce que là, on voit aucun joueur dire je suis fier d'avoir participé à cette journée.
ça les touche c'est une pas. obligation quasiment, quoi. Voilà. Et moi qui suis encore très connecté dans le football, je sais que plein de joueurs le portent plus, voilà, parce que le club leur demande. Il faut le faire. Voilà. Est-ce que ne pas porter ce maillot veut dire qu'on est refuser de porter le maillot veut dire qu'on est homophobe pour vous? Non, je pense pas. Et je pense que du coup, voilà, ça a bien enflé cette polémique autour d'Idrissa Gueye. Vous êtes parfaitement légitime pour dire ça. Et je pense que c'est très important, ce que vous dites, c'est très fort. Quand on refuse de porter ce maillot, ça ne veut absolument pas dire qu'on est homophobe. Et que par ailleurs, la lutte contre l'homophobie est une cause extrêmement noble, et en particulier dans le football. Ouais. Mais que si on est obligé de faire quelque chose, ça n'a plus tellement de valeur. Non, donc du coup, je me permettrai jamais de taxer Idrissa Gueye d'homophobe. Par contre, ce que je veux dire, c'est que je suis extrêmement déçu de lui en tant qu'être humain. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homosexualité n'est pas une cause ou un mouvement. C'est une réalité avérée, ancrée et immuable. Les homosexuels sont là dans tous les pays depuis la nuit des temps et ça ne bougera pas. Mais on peut pas être, c'est pas un débat. On n'est pas pour ou contre les Noirs. On n'est pas pour ou contre les Arabes. Je objecterais que pourtant il y a quand même une énorme récupération politique de tout ça. Non, vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous, par exemple, qui avez été frappé dans votre chair par ces préjugés, etc., ça vous énerve pas, pardon de le dire comme ça aussi brutalement, que le capitalisme, par exemple, s'empare de ces sujets en disant, tiens, au lieu d'élever les salaires, on va saupoudrer un homosexuel par-ci, quelqu'un issu de la minorité par-là, et puis tout ira bien, et on n'a pas d'augmentation de salaire, merci, au revoir. Complètement, mais ça vous agace pas, ça? Ah bah oui, complètement, c'est le concept du pinkwashing. Voilà. Et pour moi, je le dénonce tout le temps, mais c'est pour ça que je dénonce cette initiative pour moi des instances dirigeantes sportives en France. Pour moi, on combat pas les bons combats. Les efforts déployés pour une journée dans l'année, super. Mais moi, je pense que c'est les joueurs pros, faudrait les former en continu sur toute l'année. Mais et je comprends pas qu'on déploie pas les mêmes efforts pour la cause, pour la lutte contre l'homophobie versus d'autres luttes. Mais moi, je pense que le problème aussi, c'est qu'il y a une sorte de confusion maintenant entre le combat politique et le combat contre les violences faites aux homosexuels. On se demande en fait, avec ce drapeau arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Est-ce qu'on veut dire qu'on se prononce contre les violences faites aux homosexuels, la discrimination, ou est-ce qu'on dit plutôt on vous oblige pas un peu à adouber plutôt ce combat politique et le lobby LGBT? Puis il y a des intérêts marketing. Les valeurs qui vont avec. Qu'il y a un marché, il y a un business. C'est là où moi je suis pas forcément d'accord avec vous. Déjà cette journée, c'est le 17 mai. C'est la journée de la lutte contre les actes homophobes. Okay. On peut pas forcément, on peut ne pas être pro-gay mais même si ça je ne le conçois pas parce qu'on n'est pas pro. C'est un non-sens ça, pro-gay. Non, mais on peut être au moins contre les actes homophobes. Moi aujourd'hui dans cette journée, c'est la journée de la lutte contre les actes homophobes. Si on n'est pas contre ça, aujourd'hui dans la rue, je peux marcher et me faire agresser parce que je suis gay. Mais vous êtes bien d'accord que c'est inacceptable de faire société avec des gens qui sont contre les homosexuels, contre les noirs, contre les arabes, contre je sais pas trop qui. C'est inacceptable. Ça, je suis bien d'accord. Et ça, pour moi, ce sont si c'est un sujet parce que il y a encore beaucoup d'homophobie dans le football. Il y a pas un seul joueur qui est out en France. Il y a un jeune qui a fait son coming out là cette semaine en Angleterre et il y en avait pas eu depuis les années 90 en Europe. Et vous dites que c'est un milieu, soyons clairs, homophobe. Je dis pas que c'est un milieu homophobe, mais je dis qu'il y a de l'homophobie dans toutes les strates du football, que ce soit les instances dirigeantes, les fans, des joueurs, des coachs, et donc tout ça crée un environnement extrêmement hostile vis-à-vis des homos. Et moi voilà, j'ai joué dans le football, je vous le dis tout de suite, le sport c'est censé être la méritocratie par excellence. Si t'es bon, tu joues. En théorie, on s'en fout que tu sois blanc, noir, arabe, homo ou hétéro. Aucun intérêt. Sauf qu'aujourd'hui, un jeune en France, homo, fera face à beaucoup plus de barrières qu'un adolescent hétéro pour percer dans le football. Et ça, ce n'est pas normal dans le pays de l'égalité des chances. Est-ce que selon vous, c'est dû au fait que le football est une sorte de... c'est le monde des gladiateurs contemporains, donc il y a une espèce d'exaltation du combat viril, même si je vous ai lu, vous dites à juste titre que l'homosexualité et la virilité sont deux dimensions complètement différentes. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, les gladiateurs étaient homosexuels comme Jules César, comme les grands guerriers. Mais aujourd'hui, dans notre représentation psychologique, peut-être un peu judéo-chrétienne, l'idée du combattant n'est pas du tout l'idée de l'homosexuel. C'est juste que en fait, c'est un jeu du cirque moderne, quoi. Non, mais si je prends le problème à l'inverse, en fait, moi en tant que footballeur, que je dorme avec des hommes ou des femmes, je suis la même personne. Je cours aussi vite, je saute aussi haut, je tacle aussi fort. Tactiquement, je suis le même joueur. Ça impacte en rien le patrimoine génétique d'un individu, une orientation sexuelle, et encore moins ses performances sportives. Mais j'ai l'impression que dans le football, c'est un monde où on veut rester un peu entre hommes. Oui, mais j'entends, mais pourquoi justement hétéros.
Pourquoi Parce que le foot je pense que c'est la valorisation, la glorification exacerbée du sport pour les comportements dits masculins, pour la masculinité. C'est pour ça qu'on a mis tellement de temps à, par exemple, tolérer, j'aime pas ce mot dans cette phrase, mais c'est ça, les femmes dans les stades, en tant que supportrices. Pourquoi maintenant on trouve à peine légitime qu'une femme puisse arbitrer un match de foot ? Et pour moi, le next step, c'est qu'une femme puisse coacher des équipes masculines. Ça, on le voit pas encore. Moi, j'ai une question, parce que vous l'avez dit, vous êtes fier d'être homosexuel, fier d'être musulman aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas justement qu'il va y avoir une limite quelque part à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, la convergence des luttes, c'est-à-dire la lutte pour toutes les minorités. Je pense que ça a été un combat aussi pour vous de faire votre coming out, que ce soit dans le milieu du foot, mais aussi dans le milieu musulman, parce qu'on sait que dans la religion en soi est un milieu très conservateur. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné une limite justement à ce combat-là où la lutte contre l'homophobie s'arrête à la porte de la religion? Non, mais c'est une question intéressante et moi je vous répondrai en 2 points. Dans un premier temps, je dissocie entièrement ma religion des gens qui la composent, tout comme je dissocie le football que j'aime plus que tout des gens qui composent le football. Et ensuite, je vous dirais que tout est question de perspective. Moi, à mes yeux, l'islam, c'est avant tout la tolérance, la paix, l'amour du prochain. C'est votre islam. Et c'est comme ça que je le vis. C'est pas partagé que par moi. Il y a plein d'autres musulmans qui pensent de la sorte. Et c'est là où, pour moi, je trouve compliqué que Idrissa Gueye refuse de porter le maillot pour des raisons religieuses, parce que, moi, je la vis pas du tout comme ça, ma religion. Et je trouve qu'il y a aussi un problème de cohérence et d'alignement, parce que pour moi, si on refuse de jouer avec les couleurs arc-en-ciel pour des raisons religieuses, alors pourquoi est-ce qu'on accepte de jouer avec des sponsors d'alcool, des sponsors de paris sportifs, quand on sait que ces 2 éléments sont aussi interdits en islam? Il y avait eu une petite polémique à un moment donné avec Paul Pogba qui avait retiré une bouteille d'Heineken de sa table, qui était un sponsor. Et puis même Evian en plein Ramadan qui avait communiqué, qui avait ressorti immédiatement le tweet. Voilà, et c'est là où je trouve que c'est un peu une forme de voilà, on est outré à la carte suivant les et c'est là où je pense qu'en fait c'est plus révélateur d'homophobie plutôt qu'utiliser la religion comme bouclier. Une sorte d'homophobie en creux, quoi, finalement, qui s'avoue pas. Voilà, pas avoué, pas assumé. Mais justement, est-ce que votre vrai combat, finalement, qui engloberait tout, ce serait pas de lutter contre l'homophobie dans la religion? Dans la religion qui est la vôtre. Comme dans le foot, c'est 2 sujets d'ailleurs. Mais pour moi l'homophobie est transversale dans tous les secteurs de ma vie en fait. J'en ai rencontré de partout, à l'école, dans ma propre famille, dans ma communauté religieuse, dans le football et dans le monde du travail quand j'étais consultant à l'époque. Donc moi je la combats de partout, pas forcément plus dans un secteur que de l'autre. Bon, il se trouve que le football c'est l'amour de ma vie, donc voilà, on m'entend un peu plus sur ce sujet-là. Mais c'est quand même incroyable de se dire que toute ma vie, je vais être discriminé pour un truc que 1, je n'ai pas choisi, et 2, je ne peux pas changer. Tout à fait. Donc, faut que les gens comprennent qu'au même titre que je suis arabe, je suis gay. Et il est injuste de prétendre que c'est un débat d'être pour ou contre les homos. Non, les homos sont là et on demande juste d'être respectés au même titre que les autres communautés. Tout à fait. Sauf que là, il y a un moyen de détourner cette question dans ce qui s'est passé avec Idrissa Gueye, c'est que on lui a pas vraiment demandé pour ou contre les homos. On peut imaginer qu'il n'a pas envie de porter un combat politique à travers un maillot qu'on le force de porter. Place, en même temps, il est resté silencieux. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a plusieurs angles. Pas avec nous. Il y a plusieurs angles. Mais c'est pour ça que je pense que l'initiative a plus fracturé la France sur le sujet qu'autre chose, même si je suis sûr qu'il y avait de bonnes intentions derrière ça au départ. L'enfer est pavé de bonnes intentions, oui. Voilà, mais pour moi ce truc de obliger tous les jours à porter ça, non, parlons-leur avant. Faut les former avant sur le sujet, leur expliquer et ensuite naturellement ils vont porter la cause et ce sera bien plus efficace. Est-ce qu'on peut obliger des gens à aimer les homosexuels? Non, on peut simplement les obliger à ne pas discriminer les homosexuels. C'est-à-dire que s'il y avait un joueur justement qui avait fait son coming out au PSG, comment ça se passerait dans les vestiaires? Est-ce que Idrissa Gueye accepterait de jouer avec ce joueur, de lui serrer la main dans les vestiaires? Mais c'est ça, et moi Idrissa Gueye je le connais pas personnellement, mais de ce que je vois un peu de lui en ligne, ça va être un super gars. Il a son association, etc. et tout. De bon esprit, oui. Mais voilà, moi le souci que je trouve, c'est que voilà, il fait une asso, il aide plein d'enfants. Parmi ses enfants, il va avoir des homos. Du coup, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il joue au PSG. Il y a plein d'employés Qu'est-ce qui nous dit que ça le gêne? Peut-être que ça le gêne pas tant que ça. Il est pas prêt à se positionner contre des actes homophobes. Oui, pas prêt à porter un combat politique. Parce que non, c'est contre des actes homophobes le 17 mai. Ouais. C'est peut-être pas assez clair, justement. Cette journée-là, c'est parce que c'était le 17 mai 1990 où l'OMS a retiré l'homosexualité des maladies mentales. Donc moi je suis né en 88, donc en théorie le jour où je suis né avec une maladie mentale. Ça fait pas si longtemps. Ouais.
Mais accordez-nous qu'on peut aussi, on peut pas être sur tous les combats, sur tous les fronts, et on peut pouvoir choisir ses combats et ses fronts, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas solidaire d'autres combats qu'on endosse pas. Non, mais on parle d'humanité là. Enfin, si on n'est même pas contre que les femmes puissent se faire agresser, contre que des noirs puissent se faire lyncher dans la rue ou des homos, je veux dire au niveau des valeurs humaines, c'est assez bas. Au nom de ce joueur, mais je pense qu'il serait complètement d'accord avec nous, même s'il n'est pas là pour nous confirmer. Simplement, il y a peut-être aussi un côté agaçant, une forme de tartufferie, on est au pays de Molière après tout, de dire bon allez, on endosse un t-shirt, voilà, on a fait notre job pour lutter contre moins de violence dans le monde. Oui. Moi je trouve que c'est beau. Mais c'est ça le problème. Moi, je pense que c'est beaucoup plus beau d'empêcher ces violences et de châtier ceux qui procèdent à ces violences et de s'en préoccuper réellement que de mettre un t-shirt. C'est pas incompatible. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, je suis pas surpris, mais je suis déçu aussi. Enfin, les réactions sur le net. C'est une vague immense de soutien. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, en fait, malheureusement, là, le débat est détourné. C'est pour ça que j'essaie de le dire clairement ce matin. Mais vous le dites clairement. Les gens pensent qu'on peut être pour ou contre les homos. Non. Ça, on ne peut pas être pour les discriminations, quelles qu'elles soient, visant qui que ce soit. C'est inacceptable. Et c'est pour ça que moi, par exemple, pour parler des violences faites aux femmes, c'est vrai que c'est un bon exemple. Tout le monde se dit contre les violences faites aux femmes. Mais si on m'obligeait à porter un maillot ou quoi que ce soit avec, je sais pas, un drapeau féministe, etc., je sais pas si j'accepterais, puisque je me demanderais, qu'est-ce qu'on m'oblige à faire? Porter un combat politique pour le néo-féminisme d'aujourd'hui ou réellement militer contre les violences faites aux femmes? Et je pense que c'est là qu'on peut imaginer que le sujet est un peu détourné. Mais évidemment, l'initiative a fait énormément de mal. L'initiative était bancale de base. Elle a fracturé la France sur le sujet. Et du coup, Idrissa Gueye n'est pas non plus le visage de l'homophobie en France. Faut se calmer, quoi. Surtout pas. Merci pour votre sens de la nuance. Merci pour votre talent, votre courage. Merci. Wissem Belkacem, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Adieu ma honte chez Fayard, qui est sorti en mai 2021. Et à présent, on ne parle plus de foot, mais on va parler d'une autre passion des Français. On va parler d'auto. On parle auto. Voilà. Comme chaque samedi, avec Jean-Luc Moreau, avec Laurence Perron, on va parler de voitures transparentes. Restez avec nous sur Sud Radio.